Que dire des marchés et des enjeux techniques de marché dans ce contexte macroéconomique qu'on vient de décrire? Parlons-en justement avec Romain Dobré à mes côtés en plateau. Bonjour Romain. Bonjour Grégoire. Membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, nous faisons avec vous chaque mois un petit contrôle technique de marché à l'issue du mois de mars, à l'issue du premier trimestre. Mars qui avait quand même tous les éléments pour être un mois de baisse, de consolidation des indices actions. Ça paraissait même plus que légitime et ça n'a pas été le cas. Non, ça l'a été, mais ça a été rapide. Et en témoigne la volatilité. Ça a été le mois de rattrapage des indices américains. Nasdaq en tête, plus de 9% de progression pour le Nasdaq, dans des progressions de 0,75 pour le CAC 40 à 1,81 pour l'Eurostoxx. Ce qui est à noter, c'est effectivement les plages de fluctuation des indices. Plus de 8%, presque 9% de plages de fluctuation pour le CAC 40. 8% de plage de fluctuation pour le S&P qui progresse finalement de 3,51%. On a même eu l'IBEX qui a fluctué dans 12% au cours de ce mois-là pour terminer en baisse de 1,73 seulement. Donc on a évité le pire, en tout cas sauvé les meubles manifestement en fin de mois et assez sur la dernière partie du mois et sur la dernière ligne droite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le constatait il y a un mois de ça, il fallait quelque chose de fort pour que le repli se mette en place. Tous les acteurs du marché demandaient un repli et attendaient un repli, soit pour renforcer les positions, soit pour rentrer, puisqu'on savait que ce mouvement de hausse s'était construit brutalement, sur fond effectivement de scepticisme et de contre-pied, et de pessimisme même au départ, et de contre-pied, et puis que pas mal d'acteurs étaient passés à côté. Donc on se demandait quel pouvait être le signe fort, et c'est la crise bancaire qui l'a offert, ce retracement. Contrôle technique, oui, puisque le marché est resté extrêmement technique, est allé parfaitement chercher les cibles de retracement et les niveaux idéaux de retracement avant de rebondir de façon assez forte. Donc pour l'instant, ça reste effectivement technique. On constate que le scepticisme qui a perduré au cours de cette période-là a permis au marché de rebondir, que là où on avait un tout petit peu plus de complaisance et un peu moins d'intérêt et on manquait de driver, on y retournait. Reste que maintenant, tous les indices arrivent à la croisée des chemins et on est contre des niveaux de résistance charnières pour lesquels, s'ils sont débordés, on réactive les tendances vraiment. Et là, on sait que les carnets d'ordre vont se réouvrir. On va voir de l'intérêt qu'on a constaté depuis quelques séances. C'est ça aussi le bilan très récent. Quant au volume, il a été en hausse sur tous les indices. Nasdaq, effectivement, en tête, mais que ce soit le S&P, que ce soit le CAC 40, l'Eurostoxx, les indices, les volumes sur le mois de mars ont été supérieurs. Alors, liés à la volatilité, certes, mais pour des indices qui terminent en hausse, c'est un signe de soutien. Mais on l'a connu aussi du côté des marchés dérivés, notamment depuis la séquence du 28-29 mars, où on a réaccéléré à la hausse pour prendre entre 4 et 5% selon les indices de hausse, et avec de l'intérêt qui est arrivé sur les marchés dérivés réguliers. On n'a pas connu de séquence de hausse avec 5 jours de hausse et 5 jours de hausse de l'intérêt sur les marchés dérivés depuis des semaines, voire des mois. Donc c'est le cas. Alors, les intérêts ne sont pas gigantesques, mais ils sont de l'ordre de 1,5 sur l'Eurostoxx, à 6 sur le CAC 40, 6,5 sur une séquence très courte. On a 4% de hausse de la position ouverte sur le S&P. C'est significatif. Ça signifie deux choses. D'une part, on n'a jamais connu de pression baissière dans cette séquence-là. D'autre part, on se rappelle que la séquence septembre-janvier, voire février, avait été le terrain de rachat de short par beaucoup de grosses mains, de gros fonds. Bloomberg l'avait confirmé. Donc, on sait qu'il y a des liquidités disponibles. Maintenant, c'est voir comment elles vont être employées. Est-ce que ces gros acteurs qui ont débouclé attendent des points hauts pour re-shorter, ou est-ce qu'ils veulent rentrer? Nous, on y voit plutôt, et les graphiques vont nous permettre de le confirmer, une zone d'accumulation, notamment sur le S&P, et une possible sortie par le haut. Maintenant, attention aux faux mouvements, aux fausses sorties. Dans ce contexte-là, il y a une période d'indécision. Et là, à très court terme, ce qui va être intéressant de surveiller, c'est qu'effectivement, on arrive contre des niveaux de résistance majeurs. On va avoir un week-end assez long. Et en plus des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis qui vont être publiés au cours de ce week-end-là. Donc, 4 jours sans pouvoir intervenir. C'est bizarre, oui. Le calendrier du Bureau des statistiques du travail américain a oublié que vendredi était un jour férié sur les marchés. Exactement. Et ça crée un petit peu de tension depuis 24 heures et un petit contre-pied hier. Donc, on le voit. On prend un peu de bénéfice, sans appuyer, mais pour l'instant, qui est significatif. Cette zone d'accumulation dont vous nous parlez, qu'on voit d'ailleurs sur le S&P 500, sur un graphique mensuel, on voit bien que ça fait des mois qu'on est dans cette histoire d'accumulation. Depuis le mois de novembre, ça fait 5 mois, effectivement, qu'on ne rompt pas en clôture, et même qu'on préserve nettement en clôture mensuelle, le niveau de 3810 points, qui était un niveau charnière, graphique, technique, qu'on avait réussi à déborder en octobre, et on le préserve depuis. Donc oui, ça ressemble à un niveau d'accumulation. On voit les mèches basses
autour et au-delà de 3810 jusqu'à 3956. On surveille, on n'aime pas beaucoup le bémol de la mèche du mois d'avril, donc la dernière bougie rouge mensuelle. Effectivement, ça c'est moins joli dans la construction, si on peut dire. Reste qu'on accumule en partie haute et qu'on est allé buter pile sur le niveau de résistance qui va être le niveau de réactivation haussière, 4132 points. Alors c'est 132 et un peu plus. On le détaillera avec le Nasdaq, mais c'est un niveau clé. On est monté à 4133 hier sur le S&P avant de buter dessus. Et c'est un niveau clé. Pourquoi ? Parce que ça correspond aussi au gap baissier du 22 août dernier, gap hebdomadaire, qu'on avait ouvert au cours d'une séquence qui avait déclenché un mouvement baissier. Les indices européens l'ont largement débordé depuis, mais sur les indices américains, ça n'est pas le cas. Et on l'a évoqué plusieurs fois, c'est notre plafond de verre. Si on réussit à se réinstaller au-dessus, ça ouvre la voie à un changement de tendance de fond. Donc, on est vraiment à un moment clé, avec du volume en hausse, de l'intérêt qui vient dans le sens d'une poursuite. Donc, les chances, les probabilités vont plutôt dans le sens de la poursuite. Ça va être à confirmer, bien entendu, avec un peu de potentiel que vous voyez indiqué ici. Que nous apporte dans l'analyse le message envoyé par le Nasdaq, qui fait son grand comeback, on va le dire comme ça. En tout cas, le mois de mars, vous avez signalé, Romain, que c'était l'indice qui avait connu la meilleure performance au cours du mois écoulé, sur fond de stress bancaire, on le rappelle. Est-ce que c'est l'idée qu'une nouvelle dynamique de marché est en train de se mettre en place ? C'est ce qu'on lit, effectivement, parce que, encore une fois, cette hausse se fait avec du volume. C'est toujours un signe important et nécessaire à la hausse. Une progression importante, 9,46 sur le mois de mars, plus de 20% depuis le début de l'année pour le Nasdaq, qui redevient l'indice fort. Alors, il est quand même très en retard. Il redevient leader, là. Il redevient leader. Donc, oui. Alors, des histoires. Et puis, un contre-pied aussi, puisqu'il y avait un gros consensus value. Qui a été manifestement à contre-pied, et c'est à nouveau qui dit value dit banque, en grande partie, enfin en partie en tout cas, et donc effectivement le call value, la stratégie value a été largement amochée, on va dire, au cours du mois de mars. En effet, c'était d'ailleurs mon call, donc je le reconnais volontiers. Ceci, ça ne nous a pas empêché de lire les graphiques et d'en profiter aussi, mais il se trouve que le Nasdaq, de la même façon, forme une structure importante, un double bottom autour de la fin de l'année et début de l'année, accélère, donne des signes de doute, et puis finalement déborde des niveaux de résistance majeurs, va toucher une première cible extrêmement importante, et a mis un pied hier dans le fameux gap du 22 août, sans le combler parfaitement. Il reste légèrement ouvert, un peu au-delà de 13 210 points. Ce gap hebdomadaire, on savait qu'il aurait une signification importante, et donc il va falloir des drivers pour le déborder, et là on arrive après un rallye aussi intéressant, un mois de mars assez épique et brutal, et puis des hausses de 4 à 5% au cours des 5 ou 6 dernières séances, en l'absence de driver. Pas de banque centrale à très court terme, des chiffres mensuels de l'emploi qui évidemment seront importants, mais c'est surtout l'attente des publications trimestrielles des entreprises qui va débuter à partir de la mi-avril qui va être le nerf de la guerre pour la poursuite ou non de ce mouvement. Et donc il est légitime qu'on assiste à une pause sous des niveaux de résistance majeurs, donc des cibles techniques parfaitement atteintes, et puis des niveaux clés à déborder ou non, en l'absence de confirmation. Donc, et en plus avec ce hasard du calendrier, mais qui fait que ça nécessite un peu de prudence. Donc, prise d'élan ou retournement, c'est ce qu'on va devoir voir. Attention aussi aux fausses sorties contre ces niveaux-là, on les surveillera aussi, il ne faut pas avoir un biais trop marqué, mais le potentiel aussi sur le Nasdaq est de l'ordre de encore quelques pourcents pour aller chercher au moins graphiquement ce que nous donnait le double bottom, des niveaux situés entre 13 720 et 13 885 points, si on arrive à se réinstaller au-dessus de ce fameux gap et de ce niveau de 13 210 points. On rappelle la séquence, effectivement, donc séquence emploi cette semaine sur le marché du travail américain. Ensuite, les résultats d'entreprise qui vont commencer à revenir peut-être à partir de la semaine prochaine et monter en puissance à partir de mi-avril. Les chiffres traditionnels d'inflation, etc. Et puis, les prochaines réunions de Banque centrale, c'est 2 et 3 mai pour la Fed, je crois, et 4 mai pour la Banque centrale européenne, avec donc dans l'intervalle ces résultats d'entreprise qui redeviendront une nourriture importante pour les investisseurs. Autre phénomène fascinant, c'est d'avoir vu les indicateurs de stress se détendre, alors très rapidement sous l'action des banques centrales pour protéger le système bancaire, et retomber jusqu'à des niveaux incroyables. Le VIX, je crois l'avoir vu sous les 19 encore ces derniers jours, Romain ? Oui, tout à fait. Et il reste très technique, vous le voyez ici, entre 17,95 et 18,36, et rebondit encore sur ce niveau de support. Ça signifie qu'on n'entre jamais en clôture en zone d'optimisme qu'on a fixée de façon peut-être un peu arbitraire, mais graphiquement on voit que c'est très net, sous 17,95 sur une clôture hebdomadaire. Donc
quel que soit le contexte, et même si on se détend très très vite, on a touché 28, et le niveau d'alerte forte, d'ailleurs on est resté en dehors de ce niveau d'alerte forte, qu'on a fixé depuis longtemps, encore une fois, ce ne sont pas des niveaux ajustés. Donc entre 18,36 et 21,62, on est toujours en vigilance, donc toujours en scepticisme, si on veut reprendre les termes de Templeton. Donc on a encore des investisseurs sous-engagés, sous-investis, qui ont des liquidités et du potentiel de hausse. Alors effectivement, à court terme, on voit des réactions un petit peu rapides sur le niveau de 17,95, 18,36. Il peut y avoir peut-être un peu de volatilité avant et au cours de la saison des publications, pourquoi pas, et puis un peu de prise de bénéfices. Mais on est loin de l'optimisme et donc encore plus loin de la complaisance et du niveau de risque de retournement. La construction fait que les opérateurs ont toujours des liquidités disponibles et de la place pour rentrer. Comment est-ce que la croisée des chemins se traduit pour le CAC 40 spécifiquement, Romain sous des niveaux clés, sous des tops touchés en 2022, sous lesquels on avait nettement baissé, et puis retouchés en début d'année, et qui offrent évidemment une zone de résistance que le marché ne pouvait pas ignorer, notamment avec une question de timing assez parfaite. On se souvient que le niveau de retracement idéal, c'était la borne haute du canal haussier de long terme, et la zone 6830 et cette borne haute. L'indice est venu parfaitement s'appuyer dessus, et si ça s'est fait dans un contexte de stress, bien certains opérateurs y ont trouvé des points d'intérêt et des points d'entrée rapides. On est tout de suite parti retoucher ces niveaux-là. Donc on est dans un grand trading range sur les CAC 40, 6830, 7385 sur le cash, c'est 7398 sur le futur. Il y a des ajustements liés à la période de versement de dividendes et au taux d'intérêt. Mais la poursuite haussière, elle sera déclenchée si on arrive à clôturer au moins sur une clôture hebdomadaire au-delà de 7385 points. Encore une fois, qu'on reprenne un peu d'élan, qu'on aille appuyer sur 7246, pourquoi pas. Ce qu'on sait, c'est qu'au-delà de 7098, on a construit cette hausse avec du soutien, avec de l'intérêt, avec du volume. Il ne faut pas repasser en dessous. Ce serait invalider l'impulsion haussière qu'on a connue depuis les dernières semaines. Ça ne remettrait pas en cause toute la tendance, mais ça donnerait du plomb dans l'aile à ce scénario haussier, cette poursuite haussière. Donc des scénarios possibles de hausse ensuite. Sont des feuilles de route. Je ne dis pas que le CAC 40 va aller à 8000, mais quand on a un trading range 6830, 7385 et qu'on le déborde par le haut, la cible légitime, la prochaine, c'est 7940. Ça fait 8% de hausse encore sur l'indice CAC 40. Voilà. Encore une fois, c'est des choses qu'on va monitorer. Ça nous permet de suivre une trajectoire. Ça n'est pas une prévision ou une prédiction de l'évolution de l'indice. Très clair. Du point de vue des secteurs, voire de la logique de stock picking, qu'est-ce qui a changé au cours du mois de mars, derrière le niveau des indices, effectivement, quand on regarde d'un mois sur l'autre, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais en termes sectoriels et en termes de stock picking, est-ce qu'il y a eu des bouleversements majeurs entre les secteurs forts ou les valeurs fortes et ceux qui étaient faibles ? Pas vraiment. On a peu de secteurs qui ressortent du lot. On voit depuis quelques jours des frémissements sur l'énergie. Merci la hausse du pétrole et l'annonce de l'OPEP. Donc de ce côté-là, oui. Tech, évidemment, la Nasdaq en tête. Et puis le luxe. Et donc globalement, les valeurs fortes de cette séquence sont Sanofi, le luxe, Airbus récemment, Danone, Engie, Orange. Autant dire... pas ce qu'on appelle ce qu'on pourrait appeler des valeurs un peu boring, globalement, défensives, et une séquence assez prudente, mais avec des recoveries aussi, parmi elles, Danone notamment, à surveiller, Sanofi qui sous-performait aussi. Donc, moi, j'y vois aussi un foyer d'intérêt encore possible. Il y a des valeurs qui ont sous-performé aussi dans cette séquence-là, avec Essilor, Téléperformance, Eurofins. Ce sont des dossiers à surveiller individuellement, mais qui sont assez très très en retard. Sous-côté. Sous-côté. Téléperformance, il y avait ce problème de gouvernance qui est en train d'être résolu, manifestement. Donc peut-être quelque chose, un rattrapage de ce côté-là. Encore une fois, des signaux qui vont être à confirmer, mais des foyers d'intérêt possibles pour les opérateurs. Et puis donc, pas de logique sectorielle très très marquée. Donc une participation assez globale sur l'ensemble des secteurs. Et c'est intéressant aussi, puisque ça donne un aspect de solidité dans le marché. Un mot pour finir des matières premières. Est-ce que la baisse du compartiment des matières premières entamée au cours de l'année 2022 est en train de s'épuiser, Romain ? C'est possible. On touche un niveau de support majeur sur l'indice Thomson Reuters CRB que vous avez ici sous forme d'un panier, l'Ixor, Amundi, et le produit rebondit sur un niveau de support depuis quelques heures, s'arrête donc à 21,62 et peut-être dans une structure en biseau. Donc ça offre un hedge intéressant contre l'inflation, un potentiel de hausse qui peut être assez marqué, et on a vu le pétrole rebondir sur le bas de son canal
baissier de long terme maintenant. Et puis des indices comme l'or et l'argent très très largement profité de ce mouvement. L'argent est d'ailleurs en train de déborder un niveau de support, de résistance, qui devient support 24-40 et qui offre peut-être un potentiel haussier très très significatif pour les semaines ou les mois qui viennent. Ça fait partie d'une bonne couverture dans ce contexte de tension. Merci beaucoup Romain pour ce point complet sur les enjeux techniques de marché à l'issue du mois de mars et du premier trimestre de cette année 2023. Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée aujourd'hui. On se retrouve bien sûr à 17h en direct sur Bismart.